La page des sports à présent avec la finale du mondial et le sacre de l'Espagne. La Roja s'est imposée hier soir aux prolongations face à l'Argentine de Léo Messi. 1-0. Quel bilan tiré de cette compétition? Pour en parler, Lise Laure-Etia, bonsoir. Bonsoir, notre Nidia. Spécialiste sport, et son invité Elton Mokolo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste sportif. Alors avant de revenir sur le bilan sportif, on va se pencher sur les principales polémiques de cette Coupe du Monde avec Damien Dubras et Emeline Lescuyer. Factuellement, le succès est total. Des stades pleins, 7 millions de personnes dans les stades, des dizaines de millions dans les villes, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Des milliards de téléspectateurs, tous savourant les matchs dans le bonheur, la joie. Le plaisir certes, mais aussi les polémiques. Et cela avait très mal commencé avec l'expulsion par les autorités américaines de l'arbitre somalien Omar Hartan. L'entrée sur le territoire US a globalement été un problème, avec des fans privés de visa et des nations sans supporters. Et puis, il y a eu l'affaire Balogun. Expulsé face à la Bosnie, l'attaquant américain a été logiquement suspendu pour le match suivant. Sauf que Donald Trump lui-même a appelé Gianni Infantino pour permettre à l'attaquant de jouer la rencontre. Un mépris absolu des règles en vigueur qui a beaucoup fait parler. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et le rêve américain, Monsieur le Président, est devenu réalité. Le sport en Amérique, c'est aussi des publicités tout le temps. Alors on a inventé les pauses fraîcheurs pour passer plus de spots. Le sport aux USA, c'est aussi du spectacle. Le show de la mi-temps de la finale a été grandiose. C'était beau, mais c'était trop long. 27 minutes contre 15 normalement. Le football n'a pas forcément été respecté, mais le succès a été total. J'ai trouvé ça incroyable, on n'avait jamais rien vu de tel, surtout pour le football ou le soccer, peu importe comment vous l'appelez. C'était 4 fois plus important que n'importe quel autre événement organisé par la FIFA. Un premier mondial à 48 équipes, cela signifie 40 rencontres supplémentaires. Les droits TV et les prix indécents des billets ont fait grimper les recettes. Selon le Guardian, la FIFA devrait engranger 15 milliards d'euros sur la période 2022-2026. C'est presque le double que sur la période précédente. La ruée vers l'or n'est sans doute pas terminée, puisque Gianni Infantino a déjà annoncé son souhait de passer à 64 équipes en 2030. Alors Elton, après toutes ces polémiques, un mondial à 64 équipes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, c'est que avec toutes les polémiques qu'il y a eu, c'est qu'il était temps que ça se termine pour tout le monde, parce que c'est vrai que on a le sentiment que le football passe dans une autre dimension avec beaucoup plus de polémiques. Il y a la dimension mercantile qui explique beaucoup de choses. C'est vrai que 15 milliards d'euros pour la Coupe du Monde, enfin davantage pour le monde du football et la FIFA, ce n'est pas rien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années, la FIFA n'en était pas notamment à ses considérations économiques. Donc le football est un produit de plus en plus globalisé qui est dans une logique de marché, et ça s'est vu au détriment notamment d'aspects beaucoup plus fondamentaux, à commencer par ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les tribunes avec les supporters, ce qui se passe notamment sur l'accueil également de ces fameux supporters, et même jusqu'au corps arbitral. Justement, on va revenir sur la finale avec le deuxième titre de l'Espagne, sacre amplement mérité au vu de la rencontre. Oui, c'est un sacre qui est vraiment mérité pour la sélection espagnole. Deuxième titre international pour cette équipe qui a connu une traversée du désert après le premier titre en 2010 avec des ratés comme au Brésil 2014, Russie 2018 et 2022 face au Maroc. Et là, il revient de la plus belle des manières. C'est également la seule équipe qui a remporté 2 Coupes du Monde au XXIe siècle. C'est la seule nation qui a remporté 5 titres internationaux. À titre de comparaison, son adversaire d'hier soir, l'Argentine, est à seulement 3 titres. Donc c'est une domination du football espagnol, et c'est entièrement mérité parce que c'est une équipe qui de bout en bout n'aura rien laissé, seulement un but encaissé. Et donc parlons maintenant du bilan des équipes africaines. Il y en avait 10 en phase de groupe, 9 en 16e, 2 en 8e, 2 en 8e et 1 en quart de finale, le Maroc. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours des équipes africaines ? L'apprentissage de la phase éliminatoire de Coupe du Monde, parce que c'est vrai que l'Afrique a été l'une des principales bénéficiaires de cet élargissement de la Coupe du Monde, et il y a les équipes qui ont joué le jeu avec 9 nations qui se sont qualifiées pour la phase éliminatoire, mais maintenant il y a eu une scission à partir du moment où dès les 16e de finale on rentrait dans le tournoi éliminatoire, et là on a vu seulement 2 pays se qualifier. Donc là où je parle d'apprentissage, c'est que pour moi la Coupe du Monde, je considère qu'il y a 3 tournois en un: la phase de poule, le tournoi éliminatoire et la finale.
Et il y a beaucoup d'équipes africaines qui n'ont pas réussi à passer le deuxième cut. Donc, dans la perspective de 2030, ça va être quelque chose justement à parfaire. Il va y avoir un cycle qui va s'ouvrir avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui va rapidement arriver, l'introduction de la Ligue des Nations version Afrique. Et moi, je pense sincèrement que ça va permettre à ces équipes africaines d'acquérir notamment de l'expérience pour la fameuse compétitivité et pouvoir revenir sur une Coupe du Monde qui sera européenne mais aussi africaine avec le Maroc pour justement être beaucoup plus performant. La France peut-être éliminée. Justement, j'ai oublié, la France qui a été éliminée en demi-finale. Alors quand on voit le match d'hier de l'Espagne, est-ce que les Bleus de Didier Deschamps auraient pu aller plus loin? Pour moi, ça me paraît très compliqué parce que l'Espagne a été juste vainqueur et on a vu sur la demi-finale que l'Espagne a été globalement supérieure dans tous les compartiments. Et c'est vrai que c'est une récurrence parce que sur les 3 dernières années, que ce soit à l'Euro, en Allemagne, en Ligue des Nations et donc lors de la Coupe du Monde, à chaque fois, l'équipe de France a été éliminée par cette sélection espagnole. Ça renvoie à une certaine impuissance, à une certaine incapacité le jour J à faire face à cette équipe. Mais il y a des motifs de satisfaction quand même parce qu'une demi-finale, 3e demi-finale de suite pour la nation française, ce n'est pas rien. C'est seulement le 3e pays à réaliser cette performance avec la RFA et le Brésil à la fin des années 90. Mais en même temps, et parce que c'est la compétition, il y a quand même une frustration parce qu'on se dit que l'équipe de France pouvait aller chercher cette Coupe du Monde. La France, évidemment, qui a du mal à digérer sa défaite, mais qui, au tableau des récompenses individuelles de ce mondial, est présente quand même. Tout d'abord, 3 Espagnols, Rodri, Unai et Koubarsi, élus respectivement meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur jeune. Et 2 tricolores, Kylian Mbappé, meilleur buteur, et Michael Olise, meilleur passeur. Pas de Messi? Pas de Messi, il a été ni meilleur buteur ni meilleur passeur et il est tombé sur un Kylian Mbappé qui a quand même réalisé une prouesse, une performance extraordinaire, 10 buts en Coupe du Monde, il ne faut quand même pas banaliser. C'est la première fois depuis Gerd Müller en 1970 qu'on assiste à ce genre de performance et c'est la première fois qu'un joueur réalise le doublé, c'est-à-dire Kylian Mbappé était déjà le meilleur buteur en 2022 au Qatar et là il a récidivé. Donc ça situe la performance individuelle. Bon, elle est entre guillemets contrebalancée par le fait que l'équipe de France a terminé en demi-finale de Coupe du Monde. Et de l'autre côté, on a Michael Olise qui, pour son premier tournoi international avec l'équipe de France, est quand même le meilleur passeur avec 7 passes décisives. On n'avait plus vu ça depuis Pelé, excusez du peu. D'autres joueurs, selon vous, qui sont distingués, des révélations? Ah oui, des révélations très clairement. Pau Koubarsi, qui est le meilleur jeune de la compétition. C'est quand même un titre qui est très prestigieux. On a notamment Paul Pogba qui avait été nommé meilleur jeune de la compétition en 2014. Il a complètement, justement, explosé les attentes parce que c'était également son premier tournoi. Rendez-vous compte, il a débuté sa carrière professionnelle le 18 janvier 2024. Et à 19 ans, il est déjà champion du monde et meilleur espoir de la Coupe du Monde. Donc c'est une performance qui est quand même colossale, avec un tableau pour l'Espagne qui a été quand même très 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 chargé. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Belgique, l'équipe de France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Léo Messi. Et il a été pour moi l'incarnation de cette équipe qui a été très solide défensivement avec, encore une fois, un seul but encaissé. Merci Elton Mokolo, merci Lisla. Merci Nidia. C'est fini là, il y aura plus de football. Du monde. Il y a la CAN féminine. Voilà, vendredi. Vous en reparlerez. On en reparlera. Voilà, merci Lisla, merci Elton Mokolo. Et c'est ainsi que s'achève beaucoup. cette édition. Excellente suite au programme à vous tous.